prendre un café. Oh, Oh. c'est quel café ça que les gens ne peuvent pas papoter là, c'est quoi? C'est Laissez-moi quel genre de faire Ça mon café? fait truc. quoi ça? C'est ça, il veut qu'on reste là en train de Hein? l'écouter pendant des C'est heures. incroyable. On veut parler, on dit c'est quoi? Non, il a dit 30 minutes. Non, Non, on mais va moi, c'est l'écouter 30 minutes. parce que bientôt, je vais Non, on va arriver au taf. t'écouter. Donc vas-y, on t'écoute. Bientôt, je vais arriver au taf. Non, mais en fait, Non, le mais moi, truc, je pense que je vais relancer le live, hein, Joe, le live de qu'est-ce que les gens reprochent au Kamit. Hein. Parce que franchement, moi, je trouve que ça a été orienté la dernière fois. On doit régler les belles, là. ouais. Parce que les gens sont prêts à écouter. C'est ça, les gens Alors, veulent critiquer tout le monde, mais il ne faut pas qu'on les critique. C'est ça le problème. Bref, Jopis, vas-y. mais, bon, je vais te chipoter un peu. C'est qui ça? Kilombo. Bonjour, Kilombo. Ouais, bonjour. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Vous aimez le Oui. café, hein? C'est chaud, hein? Les gens, ils adorent le café, hein? Le café a le goût chez toi, dis donc, c'est comment? Laisse les gens boire. Mon café, là, il est trop sucré, hein? Kilombo, qu'est-ce que tu voulais dire, mon frère? Ouais, bon, je regardais et puis je laisse parler, après je vais intervenir, quoi. Ah, bon, ok, d'accord. Bon, je voulais juste dire trois. Je voulais préciser. Ah, vous m'avez même. Bon, j'allais faire un prélude, un avant-propos. Euh, Si vous regardez. Bon, je rentre dans mon sujet, hein, je rentre dans mon café, hein, parce que quand je vais arriver au travail, là, j'en ai pour 22 minutes maintenant, tout ça à cause de Rennes. En fait, j'allais juste vous informer. Nous, ce qu'on fait, les Africains doivent comprendre que tant qu'on n'aura pas la puissance, tout ce qu'on fait là, c'est du vacarme. On fait que du bruit. Regardez ce qui est en train de se passer. Vous voyez aujourd'hui une personne comme Poutine. Poutine qui a un procès, on va dire qui est un espèce de procès ou condamné internationalement, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, le président américain se sent fixé rendez-vous. Hein. Ils vont se rencontrer. Donc c'est pour vous dire que nous en Afrique, il faut que les gens comprennent qu'il est important. Qu'il est important que si on ne s'oriente pas vers les choses les plus importantes, tout ce qu'on fait là, c'est du bruit, c'est du vacarme. Et ce que je voulais dire, et ça c'est très important ce que je vais préciser, parce que le problème, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais il faut dire la vérité. La vérité c'est quoi? C'est que jamais, sur la question de la religion, jamais, je dis bien jamais, euh, euh, quand vous voyez, et ça je vais faire un live qu'on appelle les garanties, un kémite, ou on va dire ceux que j'ai appelés les afro-anti-abramistes. Je dis bien les afro-anti-abramistes. Ça c'est ma pensée, je ne demande pas votre avis, je fais mon café, s'il vous plaît. Un afro-anti-abramiste n'aura jamais confiance en la religion. C'est-à-dire qu'un afro-anti-abramiste, lorsqu'il va voir un chrétien ou un musulman, il lui fera jamais confiance. Il va jamais l'aimer par rapport à son positionnement religieux. C'est-à-dire que l'afro-anti-abramiste, c'est celui-là qui va regarder l'Africain en fonction de sa religion. Ça ne changera jamais. Et pareil aussi pour le musulman et le chrétien. Vous avez le chrétien, en tout cas on va dire un chrétien pratiquant, un chrétien qui est dans sa foi. Lui, dans sa tête, il va toujours penser que la meilleure voie, c'est sa voie à elle, c'est-à-dire le christianisme, et que l'humanité devrait même se convertir à Jésus. L'humanité devrait se convertir à Jésus. En tout cas, le souhait, l'idéal pour un chrétien, ça serait que l'humanité devrait se convertir à Jésus. Le souhait, le souhait. Et ça ne changera pas. Et pareil pour le musulman. Ça ne changera pas. Et quand on fait des débats interreligieux, le but c'est ça. Et quand vous voyez les afro-anti-abramistes, ceux qui veulent sortir un maximum de chrétiens et de musulmans dans leur religion, le but c'est ça. C'est d'essayer
de faire échouer la religion de l'autre. C'est d'essayer de récupérer un maximum d'adeptes pour les ramener dans leur sens. Bon, maintenant, aujourd'hui, et vous allez comprendre le lien du live. Maintenant, aujourd'hui, on parle de l'athéisme. OK? Aujourd'hui, on parle de l'athéisme. Donc, sur le terrain religieux, il n'y aura jamais de consensus. Jamais. C'est-à-dire, si vous pensez que le musulman va te dire, ah bon, ok, d'accord, bon, convertis-toi à l'islam. Jamais ça. Et si vous pensez que le chrétien va dire, non, bon, écoute, toi, convertis-toi, je sais pas, au kamitisme ou je sais pas quoi, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que chacun travaille pour son truc. C'est comme ça la chose. Maintenant, le but, ce n'est pas d'interdire la religion. Le but n'est pas d'interdire la religion. Parce que l'homme a ce besoin de croire à quelque chose qui le dépasse. Les gens qui vous disent que les Africains ne croient pas, c'est des bêtises. La croyance ne dépend pas de la couleur de peau. Comme j'ai toujours dit, la croyance est une capacité humaine, est une propriété de l'être humain. C'est ça, vous allez dire, non? Nous, on ne croit pas, on sait. Laisse-moi faire mon café. Une parenthèse, pardon, vas-y. La croyance ne dépend pas de la couleur de peau. La croyance, faut le ramener dans le sens de la peur, la haine, l'amour, la joie. Ce sont des propriétés de l'espèce humaine qui vont faire disposer l'homme pour pouvoir affronter une certaine situation. Par exemple, le courage. Par exemple, encore, la tristesse. Hein, qui va parfois, même la joie va parfois se manifester par des coulements de larmes. Ce sont des émotions. Voilà, ce sont des émotions. La foi relève de ce qu'on appelle l'espérance. Lorsque l'être humain espère, c'est une foi. Même la croyance en la science est une foi. Il faut que les gens le comprennent. Sauf que c'est une foi en la science qui se démontre par l'expérience, par tout ce que vous voulez. Et donc, ça nous ramène à cette question de l'athéisme. C'est très important ce que je viens de dire. Les notions de foi, c'est très important. C'est très important que vous compreniez. Bon, sans pour autant définir l'athéisme, je ne vais même pas aller dans des considérations philosophiques et tout ça. Ça, c'est des questions qui sont très philosophiques. Et n'importe qui ne peut pas en parler. Parce qu'il y a des gens qui essayent de faire des contournements de situations, d'essayer de... Non. En fait, moi, jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu de document attestant de l'athéisme en Afrique. C'est-à-dire, avant le contact avec les Occidentaux, avant le contact avec le monde arabe, l'athéisme est un fait qui n'a jamais été attesté en Afrique. Je parle des documents, je parle de la documentation. Je ne parle pas de ce que je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens disent relèvent juste de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils veulent. Moi, je vais vous expliquer un truc. Quand j'ai commencé à aller au cours, étant chrétien que j'étais à l'époque, j'avais pour envie de connaître et de comprendre ces histoires du christianisme. C'est tout à fait normal. Parce que souvent, beaucoup d'entre nous, on passe par là. Et je pars demander la question à mon prof. Je lui dis, mais professeur, moi, je veux comprendre comment cette histoire de la Bible, le christianisme a commencé et tout ça. Et le prof me dit, le christianisme est une invention de Paul. Je dis, ah, pourquoi il me dit ça? Je comprenais pas en fait. Je dis, mais pourquoi il me dit? Parce que nous, à l'époque, on a toujours appris que Jésus est venu, il a eu des apôtres, et lorsqu'il est parti, ce sont ces apôtres-là qui ont écrit l'histoire de Jésus. Et après Jésus, il y a eu, après les apôtres, il y a eu ceux qui sont venus après lui. Donc il y a eu les Paul, les tout ça. Ça, c'est comme ça que nous, on a appris l'histoire de l'Église. Et quand je suis parti, je me posais la question, je me dis, mais pourquoi il m'a dit ça en fait?
J'ai dit, pourquoi il me dit ça? Et donc, j'étais fâché contre le prof. J'ai dit au prof, mais vous pouvez pas me dire ça. C'est pas toujours ce qu'on a appris. On sait que Jésus est arrivé au 1er siècle, comme on dit, en l'an 0, je sais pas, en l'an 1. D'ailleurs, on commence à compter en l'an 1. Voilà pourquoi, quand on dit 19e siècle, c'est pas 1900, mais c'est 1800 plus 1. Donc, c'est toujours comme ça. Quand on est à 1900, on est au 19e siècle. Mais quand on passe à 1901, on passe au 20e siècle. Tout ça, c'est à cause de ces histoires-là. Donc 1901, 1902, là, on est au 18e siècle. Mais quand on est en 1900, on est au 20e siècle. Mais quand on est en 1900, on est au 19e siècle. Quand on passe à 1901, on passe au 20e siècle. Bon, c'est à cause de ça. Parce qu'on a commencé à compter à 1. Donc 1er siècle, 2e siècle, à partir de la naissance de Jésus. Bref, bon, ça, c'était une grosse parenthèse que je fais. Et quand il me dit ça, je me dis, mais non, mais prof, vous racontez n'importe quoi. Pourquoi vous me dites ce genre de choses? Et effectivement, même si ce qu'il m'a dit, certains peuvent le remettre en cause, mais ce qui est vrai, quand j'ai été faire mes recherches, et même vous pourrez vérifier aujourd'hui. Vous pourrez vérifier aujourd'hui. C'est-à-dire que la première mention dans l'histoire de l'humanité, et c'est comme ça que fonctionne la science. La science fonctionne comme ça. La première mention dans l'histoire de l'humanité, où on a mentionné un Jésus sauveur, un Jésus Messie, tout ce que vous voulez, ben c'est dans les écrits de Paul. Je dis, quand on fait de la science historique, la première fois dans l'histoire de l'humanité où on a mentionné, où quelqu'un, un être humain, a parlé d'un Jésus, tout ce que vous voulez, Dieu, tout ça, eh ben c'est Paul. C'est Paul qui a mentionné les écrits pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et donc, il y a ce qu'on pense être vrai et il y a ce qui est vrai. Si vous partez vous vérifier, vous allez voir que les écrits de Paul sont même attestés bien avant les évangiles. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, là où on parle de Jésus comme étant un Messie et un Sauveur, c'est Paul. Donc on est aux alentours de l'an 50, 60, entre l'an 50 et 60 après Jésus-Christ. Vous voyez? Donc il y a ce qu'on pense et il y a ce qui est la vérité. Pourquoi je vous dis ça? Donc aujourd'hui, il faut juste comprendre une chose, et ça commence à finir mon fameux café. Je vais vous proposer ici un texte de notre maître Cheikh Anta Diop, juste pour vous montrer que Cheikh Anta Diop d'ailleurs même nous le dit, l'athéisme n'est pas un fait qui est attesté dans la culture africaine. Je vais vous ramener dans un texte qui se trouve dans l'Afrique noire précoloniale, que je vais vous mettre. Mais avant ça, avant même de vous parler de l'Afrique noire précoloniale, je vais vous mettre un texte. Et là, maintenant, je parle des documents. Et ça, c'est un texte que vous trouvez dans le livre du professeur Théophile Obenga. Hein? Ça, c'est un texte que vous trouvez dans le livre du professeur Théophile Obenga, qui se trouve la philosophie africaine de la période pharaonique. Et lui, il vous explique, dans la conception africaine, le spirituel, la spiritualité n'a jamais été séparée de ce qu'on appelle la science expérimentale. Là, je ne parle pas de moi. Je ne dis pas ce que moi je dis. Je parle de ce que disent les documents. Et si vous avez de la documentation contraire, donnez-moi la documentation contraire et on va travailler là-dessus. Et vous allez voir que même Cheikh Anta Diop, d'ailleurs qui est son maître, l'avait déjà attesté dans l'Afrique noire précoloniale. C'est le Diopiste qui parle. Je ne raconte pas n'importe quoi. Donc on va écouter ici le professeur Théophile Obenga qui va vous expliquer ce que je viens de vous dire. Ça c'est attesté scientifiquement par rapport aux documents. Ce n'est pas ce que l'on pense. Et quand on dit ça, les gens pensent, les scientifiques, je dis bien les scientifiques, parce que là on est dans une considération philosophique. Ça c'est la philosophie. Ce n'est pas la science. Là on est en philo. Et c'est très difficile pour un scientifique de comprendre. C'est-à-dire, quand on dit ça, les gens pensent que les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique
quand j'avance, quand je produis cette documentation, je dis bien quand je produis cette documentation, les gens pensent que je suis en train de dire que les anciens Égyptiens, pour soulever des pierres au-dessus de je ne sais pas combien de mètres comme ils ont fait pour construire les pyramides, ils venaient, ils faisaient des incantations et la pierre se levait. Non, les anciens Égyptiens savaient que pour pouvoir soulever des pierres, il faut maîtriser la science. Il faut maîtriser les techniques d'élévation de pierres à des, je sais pas. Les anciens Égyptiens le savaient. Ils ne disaient pas que pour lever la pierre, il faut faire une prière. Ça, c'est faux. Mais cette connaissance scientifique, les anciens Égyptiens ne le séparaient pas de la sphère spirituelle. Et ça, c'est pas moi qui parle. Ce sont les textes égyptiens que le professeur Théophile Obenga va traduire pour nous. Donc, ce sont des anciens Égyptiens qui ont écrit et qui ont laissé écrit ce que je suis en train de vous dire et ce que le professeur Théophile Obenga a écrit. Donc, ce n'est pas moi. Si vous avez de la documentation contraire, il faut apporter. On va écouter ici ce que le professeur Théophile Obenga nous a laissé. Hein? Vraiment, soyez attentifs. Le spirituel n'est pas séparé de l'aspect scientifique. Et le professeur Théophile Obenga va nous dire à quel moment cette opération, cette conception du séparation entre le spirituel et l'aspect scientifique va commencer à arriver. C'est très important. Écoutez, hein, écoutez les amis. Donc là, on est dans le livre « La philosophie africaine de la période pharaonique ». Et le Diopis ne donne plus de références maintenant. Je ne donne plus les pages, je ne donne plus les références. Je fais maintenant comme le professeur. Mais moi, je connais déjà les pages. Si tu veux, j'en rajoute même. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on va écouter. C'est le réductionnisme cartésien qui a opposé la matière à l'esprit façon irréconciliable, irréductible. L'opposition matière-esprit est beaucoup plus récente. Elle n'est venue qu'avec la notion de matière purement mécanique et géométrique qui date peut-être de Galilée, en tout cas de Descartes. Bon. Cette notion de matière épurée de tout. Élément spirituel s'est principalement développé en France et en Grande-Bretagne, 24. Aujourd'hui, le réel peut être approché dans un cadre autre que celui de la physique classique, qui ignore le continuum espace-temps, et traite les phénomènes, mécaniquement. Aujourd'hui, la dualité sujet-objet n'est plus tellement de mise, l'objet devenant inséparable du sujet, et l'univers n'est que représentation. C'est à accent grave dire un réel d'essence spirituelle, c'est notre esprit qui résonne pour regarder le monde. L'Occident cartésien revient à ses approches globalisantes et totalisantes, préconisées par l'Égypte et la pensée orientale depuis des millénaires, 25. Bon. Souvent. Donc, en fait, quand on a parlé de la pensée totalisante, et vous avez entendu ici, le professeur Théophile Obenga nous dit que l'Europe aujourd'hui est en train de revenir dans cette pensée globalisante, avec la conception telle que la conception de Edgar Morin, qui est la conception de la complexité. Lui, il appelle ça la complexité. Mais à l'époque, c'est ce qu'on appelait la pensée totalisante. Et cette pensée de séparer le cartésianisme, de séparer l'aspect spirituel de l'aspect physique et scientifique, n'est survenu que très récemment. C'est plutôt beaucoup à l'époque de l'Europe cartésienne, c'est-à-dire avec la pensée de Descartes, qui est une pensée cartésienne qui aura pour but de séparer cela. Mais l'Afrique n'a jamais séparé le temporel, je dis bien le temporel, et l'intemporel. Ça, en fait, ce n'est pas une conception. Là, vous avez entendu, là, le professeur Théophile Obenga vous explique ce qui existait depuis l'Égypte antique. Il n'y a jamais eu cette séparation. Et l'Europe, aujourd'hui, est en train de revenir dans cette conception totalisante. Je répète, en fait, ce n'est pas... En fait, le problème, vous savez, le problème qu'on a souvent avec les scientifiques qui n'ont pas fait la philosophie, c'est que ce sont des choses qu'ils ne comprennent pas. Comme souvent, certaines personnes vont opposer métaphysique et matérialisme. Mais non, c'est deux choses complètement différentes en philosophie. L'opposé du matérialisme en philosophie, ce n'est pas la métaphysique, c'est l'idéalisme. C'est-à-dire, quand on rentre en philo, vous ne pouvez pas parler de ces choses si vous n'avez pas fait philo. C'est-à-dire en philosophie pure.
Le contraire de la métaphysique, ce n'est pas le matérialisme. Le contraire de la métaphysique, ce n'est pas le matérialisme. Donc je répète, la métaphysique a pour contraire l'idéalisme. C'est très important hein, que l'on fasse des choses très intéressantes. Quand on n'est pas en philo, on ne peut pas comprendre certaines choses. Donc là, on est totalement en philosophie. Maintenant, là, vous avez entendu, c'est le professeur Théophile Obenga qui l'a dit. Voilà pourquoi, cher Anta Diop ici, qui d'ailleurs avait écrit l'Afrique noire précoloniale bien avant le professeur Théophile Obenga, il va encore nous dire la même chose dans l'Afrique noire précoloniale. Écoutez, cher Anta Diop, nous sommes dans l'Afrique noire précoloniale. Et le nom du chapitre, il dit « Divorce du temporel et du religieux ». Donc quand on parle du temporel, c'est le pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir politique. Le pouvoir politique. Va survenir à quel moment en Afrique? Donc le professeur Cheikh Anta Diop va attester ce que le professeur Théophile Obenga, ou c'est le professeur Théophile Obenga, dans l'ordre, c'est le professeur Théophile Obenga qui lui est un disciple de notre maître, va attester ce que le professeur Cheikh Anta Diop avait dit dans l'Afrique noire précoloniale précédemment. Et le christianisme et l'islam, bah écoutez, hein, c'est Cheikh Anta Diop qui parle. Donc là, Diop n'est pas en train de parler du christianisme et de l'islam. Parce que beaucoup de gens viennent dire, oui, Diop a beaucoup parlé. Non, là, il va décrire les faits tel un sociologue. C'est très important ce que je dis. C'est le Diopiste qui parle. On a presque fini. Écoutez, ça c'est maintenant Cheikh Anta Diop qui parle. Écoutez les amis. Dans l'Antiquité païenne, comme dans l'Afrique traditionnelle, les pouvoirs temporels et religieux restèrent confondus pendant longtemps. Une des conséquences du christianisme et de l'islam est de les avoir séparés ici et là, en ce sens que le roi n'officie plus, même lorsqu'il redeviendra sacro-saint avec... En Arabie, l'islam a effacé jusqu'au souvenir du sabéisme dans la conscience populaire, un nouvel ordre religieux, qui semble surgir de l'absolu, se confond avec le temporel et l'organisation sociale. Le régime des califats devient rapidement une monarchie théocratique. Point de roi sabéen végétant, comme un fossile, à côté de la Kaaba. Il en sera de même dans tous les royaumes arabes, d'Égypte, d'Afrique du Nord et d'Espagne. En Afrique noire, l'ordre social subsiste pratiquement tel qu'il était avant l'islamisation, mais là où le peuple et le roi se sont islamisés, un fait particulier apparaît. Le roi n'exerce plus une fonction religieuse, sa personne subit une profanation progressive, on ne voit plus en lui qu'un simple personnage temporel gouvernant le pays. Il n'est pas, comme ces bâtisseurs de l'islam, propagateurs de la foi, qui, la conquête d'un pays terminée, en s'érigeant roi deviennent en même temps des personnages sacrés et réunissent, par ce mécanisme, les drugs pouvoir en leur personne. Il n'est plus prédicateur, l'auréole de sainteté qui l'entourait se déplacera progressivement vers les représentants de la religion extérieure, un clergé musulman d'origine populaire, tandis que lui, roi, symbolisera, de plus en plus, le temporel avec ses implications de coercition, de charges administratives. La religion aidant, il sera progressivement discrédité et considéré comme l'incarnation réelle de Satan. Ce qui faisait sa force morale, c'était la religion traditionnelle, c'est elle qui, avec la cosmogonie, justifiait sa place dans la société. Lorsqu'elles seront vaincues par la religion étrangère, il en sera de même des institutions auxquelles elles avaient donné naissance. Ok. Donc, Reine, faut pas fuir, faut rester là. Bref. Donc, en fait, ce que vous venez d'entendre, Cheikh Anta Diop nous explique que lorsque les nouvelles religions sont arrivées, le roi qui lui était en même temps gérant du temporel et d'intemporel, avec l'arrivée de l'islam, donc là on parle précisément de l'islam, les choses vont changer. Le roi va tout simplement devenir une espèce d'administrateur s'occupant des choses de la cité. Et que les affaires concernant la partie spirituelle sera maintenant consacrée aux autorités, on va dire, musulmanes. Donc là, on assiste à une séparation. Et c'est pour ça que le chapitre, bon, je peux vous donner, bon, c'est pas grave, j'ai dit que je donnerai plus. Mais si vous cherchez dans l'Afrique noire précoloniale, vous allez voir
L'intitulé du chapitre dont je viens de vous faire écouter, c'est « Divorce du temporel et du religieux ». C'est très important. Et donc, et je vais finir par là, avec les deux attestations que je viens de vous donner. Hein? Les documents nous disent, et si on considère l'athéisme comme étant une croyance aux divinités, le fait de croire qu'il y a un Dieu ou des divinités, c'est-à-dire ne relevant pas de l'aspect matériel, mais de l'aspect complètement surnaturel. Cette conception n'a jamais existé en Afrique, en fonction des documents que nous avons produits. Cette conception, elle a toujours été associée. Le roi était en même temps le prêtre, était en même temps le représentant de Dieu sur terre. Et voilà pourquoi je vais vous apporter une information. Avant que Akhenaton arrive, parce que ce que vous voyez là, maintenant, bon, c'est le Diopis qui parle. J'aime pas dire ces choses-là. Ça, c'est bien pour elle. Bon, bien que je l'ai chicoté un peu avec Diop, maintenant, je lui donne un peu les éléments. Mais je pense que ça, elle le sait. Quand vous voyez beaucoup de choses que nous voyons là, voilà pourquoi il y a eu une petite guerre, les Attoniens, les Ammoniens, des choses comme ça, bref. Parce que, quand vous voyez ce qui se passe là, vous voyez, moi j'ai entendu quelqu'un dire avant en Égypte antique, on ne prie pas, en Égypte antique on ne s'agenouille pas, tout ça. Bon, tout ça là, ce que vous voyez là, ça se faisait en Égypte antique. Les jeûnes, les trucs, les machins, tout ça, ça se faisait en Égypte antique. Les jeûnes de 40 jours, comment les gens s'agenouillent en islam là, pour prier. Ça, tu ne disais pas ça avant, c'est nous qui sommes venus dire ça ici. Vous avez toutes ces informations. Laisse-moi finir mon café. Vous n'êtes pas bien, vous là, vous n'êtes pas bien. Vous saviez tout ça. Et quand on allait dire ça dans les lives, vous laissez les gens nous faire comme si genre, on disait des choses ridicules. Alors que vous saviez très bien que ça existait. Vous voyez les biais. Bon, vous voyez, hein, quand j'ai lu quelque chose là qui chicotait l'islam, elle était tranquille. Maintenant, quand je donne quelque chose qui donne l'avantage à l'islam, elle parle. C'est pas grave. Bon, mais c'est pas grave, 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 c'est pas grave. C'est normal, ma soeur. C'est normal. Tu protèges ta chapelle, c'est normal. Tu as tout à fait le droit. C'est normal, la reine. Moi, je suis un Diopis. Nous, les Diopis, on est au-dessus de ça. Mais c'est normal que tu protèges ta chapelle, t'inquiète. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... regarde, tu m'as même fait échapper ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce que je voulais dire, je pense qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est de la documentation. Maintenant, la question qu'il faut se poser, et maintenant, ça, c'est le live hein, que je vais vous projeter demain, dans lequel vous allez vous situer. Est-ce que la séparation de l'Église et de l'État, donc là, on va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle la laïcité. Est-ce que la séparation que l'Occident a apportée dans la conception africaine, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Là est le débat. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons très bien que, comme on nous a expliqué, les gens comme les Edgar Morin, ou encore les gens comme les Emmanuel Todd, j'ai fait un live sur Emmanuel Todd, ce sont des gens qui sont en train de revenir à cette pensée totalisante, qui sont en train de dire, écoutez-moi très bien, hein, ce sont des gens qui disent que l'Occident est devenu tel parce que l'Occident a perdu ses valeurs morales qui étaient véhiculées dans sa religion. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? C'est très important ce que je suis en train de dire. J'ai fait un live sur le livre d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd dit, et d'ailleurs ce sont des conceptions qui existent aujourd'hui dans des pays comme la Russie, qui sont en train de dire que l'Afrique, voilà pourquoi la religion orthodoxe russe, comment on les appelle déjà, ils ont un nom en Russie, ont une place très importante jusqu'à aujourd'hui. Et par exemple, l'Angleterre qui est juste à côté de la France n'est pas un État laïque. Je répète, l'Angleterre qui est juste à côté de la France n'est pas un État laïque. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez beaucoup de pays africains, européens, excusez-moi, qui n'ont pas opéré la séparation entre l'Église et l'État. Je vous prends juste l'exemple de l'Angleterre. Et je pense même que la Belgique aussi, c'est ainsi, c'est la même chose.
Allez-y vérifier. Je pense que ce que je vous dis là, c'est attesté. Et donc, ce que je voulais dire, vous avez des gens comme Emmanuel Todd, aujourd'hui. Je dis bien, vous avez des gens comme Emmanuel Todd, aujourd'hui, qui vous disent que l'Occident doit revenir à cette pensée totalisante dans la mesure où l'Occident est en perte de vitesse au niveau de la société. Vous voyez, avec les choses comme voilà, les trucs où il faut légaliser le mariage homo, tout ça. Vous avez ceux qu'on peut qualifier de conservatistes sont juste en train de dire que l'Occident est en perte de valeur morale. Pourquoi? Parce que le fait religieux est en train de reculer dans la société occidentale. C'est-à-dire que le fait d'avoir déjà séparé l'Église et l'État, le fait de faire de telle sorte que les institutions étatiques ne prennent plus en compte la morale chrétienne comme à l'époque, et encourage la dépravation des mœurs des individus habitant dans la société occidentale. Voilà pourquoi vous avez Edgar Morin qui est décédé, mais maintenant, le porte-étendard de cette pensée aujourd'hui, c'est Emmanuel Todd. Quand vous lisez Emmanuel Todd prône qu'on revienne dans cette pensée totalisante, dans lequel l'Afrique était déjà. Par contre, ce qui est important, il faut que les scientifiques africains comprennent que la pensée totalisante africaine n'était pas opposée à la science matérielle et expérimentale. C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'obscurantisme dans lequel certains sont. Les anciens Égyptiens, responsables de la civilisation pharaonique, et ça c'est maintenant le Diopiste qui parle, chapitre 14, civilisation barbarie. Je le dis de tête, c'est comme ça, je vous donne même comme des versets bibliques. L'obscurantisme, la régression d'une société intervient souvent lorsque cette société subit des mécanismes de colonisation, de domination. Et c'est là qu'une société régresse. Cheikh Anta Diop, au chapitre 14, vous dit que l'Égypte antique avait régressé au moment où elle a été attaquée. Les anciens Égyptiens sont revenus dans une conception totalement, on va dire, obscurantiste, dans une conception totalement superstitieuse, parce que la société a été attaquée. Et ça, je peux vous le produire dans le chapitre 14. Reine, si tu es là, si tu as ton chapitre, tu peux le lire à la fin du chapitre. À la fin, lorsque Cheikh Anta Diop va parler de l'identité culturelle, lorsqu'il va parler du facteur historique. Tu parles de quel livre? Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Civilisation barbarie. Oui, ok. Si tu as civilisation barbarie, tu prends le chapitre 14, lorsque Cheikh Anta Diop explique la conscience, le facteur historique, vers la fin, si tu peux nous le lire, pour que les gens comprennent, s'il te plaît. Et après, on finit par là. Ok. Chapitre 14, c'est ça? Ouais. Chapitre 14, lorsqu'il explique le facteur historique, maintenant, vers la fin, tu vas voir. Quand tu vas commencer à me lire, je vais te dire là où ça se trouve. Dans l'identité culturelle, c'est ça? Dans l'identité culturelle. Lorsqu'il parle du premier facteur, le facteur historique, tu viens un peu vers la fin et il va expliquer qu'est-ce qui favorise la superstition et l'obscurantisme. Voilà pourquoi vous avez les États en Afrique. Les Africains, beaucoup d'Africains sont dans des conceptions superstitieuses parce que la société commence à lire. Ne commence pas au début, commence un peu au milieu. Je peux, à partir de un deuxième niveau, ou bien tu veux que je lise même tout le passage sur le facteur historique? Commence juste au milieu du facteur, le facteur historique. Je vais te dire à quel moment il en parle. Ok. On dit la conscience historique par le sentiment de cohésion qu'elle crée constitue le rempart de sécurité culturelle le plus sûr. Descends encore en bas. Va dans la page qui est en face. Là, tu es dans la page qui est... Mais va dans la page qui est en face de celle-là. Et tu commences à descendre un peu en bas. Donc, on dit, nous avons dit plus haut qu'un peuple sans conscience historique est une population.
La perte de la souveraineté nationale et de la conscience historique par suite de l'occupation étrangère prolongée engendre la stagnation et même parfois la régression, la désagrégation et le retour partiel à la barbarie. Tel Voilà, fut le cas relis de ça, relis cette partie-là. Vous blaguez avec le diopiste. Relis ça fort. la perte, la perte de la souveraineté nationale et de la conscience historique par la suite de l'occupation étrangère prolongée engendre la stagnation ou même parfois la régression, la désagrégation et le retour partiel à la barbarie. Voilà, Tel fut arrête-toi là, tu vas continuer. Arrête-toi là, tu vas continuer. Parce que maintenant, après, il va parler de Juvenal. Donc, Job va apporter les faits. Vous avez entendu? La perte de la souveraineté nationale par suite des agressions. C'est ça qui favorise la régression d'un peuple. Jusqu'à emmener cet peuple à tomber complètement dans des superstitions, jusqu'à ce que les Africains vont commencer à se manger entre eux-mêmes. Donc maintenant, vous allez voir dans ce que Rennes va lire, vous allez voir que à l'époque de l'Égypte antique, bien qu'ils avaient cette conception totalisante de mélanger, hein, quand je dis de mélanger, d'assembler le temporel et le spirituel, n'empêchait pas les Égyptiens anciens d'être scientifiques. Mais c'est par les agressions que les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique vont tomber dans des superstitions, dans des pensées obscurantistes, comme l'Afrique aujourd'hui. C'est la conséquence de l'état de la société qui favorise comment je vais dire, les 10 heures de bonne aventure. Et je peux emprunter l'expression à Kato, les inspirés de la forêt. Reine, lis la suite et toi-même pour toi, ça sera très important. Reine, faut lire la suite, non, mon frère, ma soeur. On dit tel fut le cas de l'Égypte sous les Romains, s'il faut en croire Juvenal. Du fait de la perte continue de la souveraineté nationale depuis l'arrivée des Perses en 525 avant Jésus, l'Égypte qui avait civilisé le monde et qui, dès 1600 avant Jésus, sous le règne de Hatshepsut, sillonnait les mers avec les bateaux de haut bord vers le pays des Pontes, ne savait plus construire que des barques en argile sous les Romains au IIe siècle après Jésus. Tu continues? Continue. Puis, Écoutez les amis. Hein. elle serait retombée dans la superstition et la barbarie. Voilà. Juvenal décrit les luttes tribales des deux noms, Dendera et Ombo, dont les totems sont ennemis et qui se seraient terminés par des scènes d'anthropophagie. Cet événement J'ai donné une arme à Reine, mais c'est pas grave. Mais c'est marqué au rouge ici chez moi. J'avais déjà marqué cette partie-là. Donc, en 127 après Jésus-Christ. Voilà. Donc, en fait, si vous comprenez bien, mes reines, hein, cet argument-là, il faut faire attention parce qu'il faut le prendre à deux. Si tu sors ça devant les Kamites, moi, si je viens là, Mais je te... ça, moi, j'ai cette information, Non, mais si je tu ne sors sors pas. ça, Je n'ai jamais parlé même de ça aussi. Si tu sors ça chez les Kamites, si je suis là, je te détruis. Bon, bref. Donc, ce que je voulais dire... Non, mais toi, c'est pas la peine. Non, mais... Oui. Non, mais je connais je connais ça. Je connais même le passage où il parle des rois. Mais tu ne connais pas le... Mais la mise à mort rituelle des rois, tout ça. Je connais tout ça, mais c'est pas des arguments que je sors à tout bout de champ. Ce qui est important, cet argument, si tu le sors, si moi je suis là, je te détruis. Parce que en fait, ce qu'on entend dire... Mais oui, parce que toi tu vas... Je vais essayer de sortir pour voir cette destruction-là, parce que je suis curieuse finalement de la destruction qui va se faire après là. Oh, il n'y a pas de souci. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? Ce que je voulais simplement dire, c'est que, comme vous avez pu voir, pourquoi j'ai produit cet argument? C'est juste pour vous dire que la superstition, les 10 heures de bonne aventure, apparaissent en Afrique par rapport à l'état de la société africaine. C'est-à-dire que la misère, la pauvreté favorise toutes les dérives, y compris les dérives spirituelles. Là, je parle pas en fonction de ma pensée, je parle en fonction des documents que je viens de produire et que vous avez entendu Reine a dit. Je suis pas en train de parler de ma pensée. C'est ça qu'on appelle un travail scientifique. Tu ne parles pas en fonction de ce que tu penses. Quand tu dis quelque chose, tu l'attestes en apportant des documents. Et celui qui veut t'apporter une contradiction doit respecter la même procédure.
il doit parler en apportant de la documentation. Donc, je pense que le café va s'arrêter là. Donc, vous avez bien vu que... Non, mais il faut rajouter l'autre passage que j'ai voulu te sortir la dernière fois là. J'ai fini. Il faut rajouter ça à la partie que tu as lue là, non? En fonction de la documentation, l'athéisme, comme étant un principe où les anciens Égyptiens, et plus exactement pendant les périodes des grands empires africains, n'est pas attesté au sens où les Africains avaient toujours une conception totalement liée avec l'aspect spirituel et surnaturel. Et maintenant, aujourd'hui, l'athéisme est une conception qui va arriver. Je dis bien l'athéisme est une conception qui va arriver surtout lorsqu'on est à l'époque des Lumières. Ok, à l'époque des Lumières, il va vraiment y avoir une remise en cause lorsqu'on sort du Moyen-Âge, une remise en cause du poids de l'Église, une remise en cause du poids de l'influence de l'appareil sacerdotal sur le temporel, c'est-à-dire les rois et tout ça. Ça, c'est très important. Et c'est d'ailleurs cette volonté de commencer à remettre Dieu en cause va d'abord donc commencer avec ce qu'on appelle le scepticisme. Vous avez une personne, par exemple, comme Spinoza. Pour Spinoza, c'est une démarche vers l'athéisme. Parce que Spinoza, lui, va pas dire que Dieu est un être qui existe dans des airs ou dans je ne sais pas quelle dimension. Une personne comme Spinoza va dire que Dieu, en fait, c'est la nature. Spinoza confond sa conception philosophique, c'est de dire que l'ensemble de la nature, eh ben, c'est ça qui est Dieu. Donc là, nous sommes dans la marche vers l'athéisme qui va aboutir vers maintenant ce qu'on appelle la laïcité. C'est-à-dire, étant donné que les êtres vivants vont maintenant conceptualiser le fait de ne plus accepter Dieu, de ne plus vouloir vivre, de ne plus supporter le poids de ce Dieu. D'ailleurs, on peut trouver les prémices depuis Athènes. Parce qu'à Athènes, lors de la démocratie, c'était des personnes qui plaçaient d'abord, si je peux dire, la loi avant les dieux. Voilà pourquoi lorsqu'on a parlé de la Renaissance en Afrique, c'était de revenir dans cette conception athénienne. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est le Diopis qui parle. Est-ce que les gens comprennent? Donc, et pour préciser, lorsque l'Europe va donc faire le retour, je dis bien, lorsque l'Europe va donc faire le retour vers ses humanités, donc qui est à Athènes, ils vont donc redécouvrir cette pensée qui avait pour tendance à isoler Dieu avec l'aspect spirituel. Ils vont le réadapter, d'où ils vont faire la renaissance, ils vont le réadapter, et de cette conception va donc maintenant découler la laïcité. Et donc voilà pourquoi je vais vous poser la question pour demain, si vous voulez, le café de demain sera: est-ce que vous pensez que la séparation de l'Église et de l'État, qui est une conception qui se trouve dans la laïcité, parce que la laïcité est composée de 3 principes. La laïcité est composée de 3 principes. Donc, le principe de la séparation de l'Église et de l'État, est-ce une bonne chose? J'arrête la grossesse. À partir du moment que j'ai décidé. En tout cas, va cuisiner pour monsieur, ma C'est que soeur. je le veux. Mais tu vois que ce type d'échange, c'est important. Et c'est ce que je propose dans les journées d'information, de voir aussi, elle est dans et un peut-être live. les gens voir un peu, Voilà. entendre des histoires aussi, ça aide justement à prendre conscience de certaines choses. Exactement. Donc, bon courage. Ok. Donc, vous voyez bien que la question que je vais vous poser demain, est-ce que vous pensez que la conception de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État est une bonne chose? Voilà. Ça... Ah, je me suis démutée, j'ai pas fait exprès. Hein. Ok, Non. c'est bon, de toute façon, ça y est, j'ai fini. Non, mais moi j'ai fini mon café. Donc demain, on verra, est-ce que la laïcité, la séparation de l'Église... Voilà. Est-ce que la séparation de Toi, l'Église... tu finis pas depuis. Il faut finir maintenant. Tiens.
Vas-y, je te laisse. C'est quelle parole qui finit pas Moi, je depuis? suis arrivé, moi, je suis arrivé au Tu travail. fais comme si tu le connais pas. Moi, je suis arrivé au Oh. travail. Sublime, voilà, je suis arrivé au travail. Je te mets modo, Est-ce que je peux parler. te lire un passage pour que tu puisses expliquer ça aux gens ici? Peut-être que c'est moi, j'ai mal compris. Moi, je Bah, préfère aussi que... bon, vas-y, lis ton truc, mais je suis arrivé au travail, hein, donc ça va Voilà, avoir des ici, coupures. il est Je m'en dit, vais, il je m'en est vais, dit, je m'en vais chercher. tu t'en vas travailler chez Papa Blanc. Ouais, Le ouais. jopisme ne paye pas, donc il faut que je cherche l'argent. Regarde, la partie où il parle justement de même civilisation barbarie, où il parlait, voilà, le titre, attends, je vais te lire. C'est juste avant où il dit, où il dit que l'Afrique africaine dégrade les pensées quasi scientifiques qu'elle avait reçues à des époques très anciennes. C'est devant, où il parle de l'Afrique noire actuelle. Voilà, regarde, écoute ce qu'il dit ici. Il dit, Platon pourrait même être appelé à juste titre Platon le mythologue, mais les choses changent radicalement avec l'école matérialiste grecque. Les principes des lois d'évolution de la nature deviennent des propriétés intrinsèques de la matière, qu'il n'est plus nécessaire de doubler, mais symboliquement d'aucune divinité. Ils se suffisent à eux-mêmes. De même, toute cause première de nature divine est rejetée. Le monde n'a été créé par aucune divinité, la matière a toujours existé. Bien que cette pensée soit le développement logique de la composante matérialiste de la cosmogonie égyptienne, elle s'est suffisamment écartée de son modèle pour devenir proprement grecque. Le matérialisme athée est une création purement grecque. L'Égypte et l'Afrique noire semblent l'avoir ignorée. Quant aux conditions sociopolitiques de sa naissance, ceci est une autre histoire. Voilà. Je ne sais pas si tu peux lire ce passage, tu peux expliquer ce passage-là, s'il te plaît. Bon. Non, peut-être qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, mais c'est pas grave. Si, quand tu vas renoncer, ouais. Ok. Il écrit, Platon pourrait même être appelé à juste titre Platon le mythologue. On dit, mais les choses changent radicalement. Non, peut-être qu'il Je vous arrive tout à l'heure, du coup, tout à l'heure. En attendant que Jopis revienne. Je vois pas la suite là de son prénom. Soninke. Ok, je trouve que ce que tu as lu, c'est tellement important, c'est limite violent quand voilà, quand on n'est pas bien droit dans ses. Non, non, je rejoins Sublime. J'aimerais bien que tu relises en fait, Ok, donc que je tu donnes relis. bien les sources. Oui, c'est dans Civilisation ou Barbarie, à la page 412, dans le deuxième alinéa.
Donc, il dit, et là, je suis pas au début, hein, si vous voulez, je remonte. On dit, on dit, si nous considérons l'idée idéaliste grecque, Platon, Aristote et les stoïciens, aucune différence essentielle n'apparaît avec l'Égypte. Puisqu'aussi bien il s'agit d'une pensée égyptienne à peine modifiée, partout dans la cosmogonie platonicienne et la métaphysique aristotélicienne, le mythe cohabite pacifiquement avec le concept. Platon pourrait même être appelé à juste titre Platon le mythologue. Mais les choses changent radicalement avec l'école matérialiste grecque. Les principes, les lois d'évolution de la nature deviennent des propriétés intrinsèques de la matière, qu'il n'est plus nécessaire de... Attends, excuse-moi. Moi, le truc qui me dérange dans le discours, c'est l'école matérialiste grecque. J'aimerais bien savoir à quoi ils font référence. L'école matérialiste grecque. Je ne sais pas si vous entendez comme moi, la puissance de ces mots. L'école matérialiste grecque. J'aimerais bien savoir à quoi ils font référence. Mais c'est pas moi grave. aussi, c'est pour ça que je voulais que Jopis soit là, parce que lui, il est un peu dans la philosophie, pour qu'il puisse nous expliquer. Oui, pardon, excusez-moi. Bon, je dois chercher l'argent. Les kémites, je sais pas, vos discussions là, ça Donc, peut... après, tu es arrivé, tu attrapes l'argent en même temps, quoi. Non, mais... Ben, Non, mais en c'est fait, un peu ça, le matérialiste. On va aller travailler pour le matériel. Et Ça c'est tombe vrai. bien. L'école matérialiste grecque, non, ma sœur, essayez de trouver les références, s'il non, vous ma plaît. sœur, tu fais erreur en philosophie, c'est pas ça le matérialisme. Mais je suis arrivé au travail. Mais en fait, C'était plus pour te taquiner. Bref, non, t'as non, pas non, compris. non. Non, oui, ah oui, j'avais pas compris. En fait, ce que je voulais dire, c'est que là, Rennes, tu poses des questions tellement importantes et c'est des questions, excusez-moi, hein, c'est pas de la condescendance, mais c'est de la philosophie pure. Et c'est très intéressant que tu t'intéresses à ça. Et moi, c'est ça. Tu vois, moi, le panel, là, il est ouvert à tout le monde, hein. Les kémites devraient normalement venir pour apprendre ces choses-là. Et en fait, ils viennent pas, ils me prennent pour un ennemi. Là, c'est Rennes qui pose ces questions. Quand elle va les maîtriser pour vous chicoter, vous allez dire que oui, c'est le Jopis qui lui donne des billes pour vous chicoter. Donc, en fait, il faut venir. Parce que ça, c'est des questions très importantes qu'elle pose. Pour que vous puissiez comprendre. Là, Diop est dans ces niveaux stratosphériques, là. Il faut venir, les gars, pour apprendre ces choses-là. Voilà pourquoi je dis, c'est un déficit aussi de formation de certains. Et c'est une mauvaise compréhension de toutes ces choses-là qui favorise aussi des discours comme ceux qu'on entend souvent certains. Donc là, c'est une musulmane qui s'intéresse à la pensée d'un grand homme africain, qui d'ailleurs est considéré comme étant le père dans le mouvement kamite. Vous venez pas poser des questions. Vous n'êtes pas là. Et après, c'est pour aller dire des choses comme quoi l'athéisme a existé. Là, rien quand vous lisez cette page 412, ça vous dit tout aussi. Ça rejoint avec exactement ce que j'ai dit tout à l'heure avec ce qu'on appelle la pensée totalisante. Ça résume tout ça. Tu vois? Donc, merci Rennes d'avoir lu ce passage. Ça colle exactement au sujet. Mais après, voilà, tu vas entendre les gens aller dire oui. Bon, ok, moi je m'arrête là. Mais ça m'énerve que ça soit une musulmane qui dit ça. Franchement, ça m'énerve en fait. Je vous dis la vérité, ça m'énerve. En tout cas, il y a à ton courage. En Ok. fait, il n'y a même pas que ça. Il y a même pas que ça. Bref, il y a le livre même de Mobabinge Bilolo aussi, qui nous explique effectivement qui nous illustre parfaitement ce que tu as écrit dans ton thème. L'athéisme n'existe pas dans la conception africaine. Et d'ailleurs, moi, mon autre argument que j'ai contre ceux qui se réclament athées et puis kémites là. Si tu te réclames athée, il faut pas mettre kémite dessus, hein. Au fait, il faut te réclamer athée parce que voilà, tu es libre d'être ce que tu veux, tu peux être athée, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu mets kémite dessus, là, Non, en fait, Rennes, moi je n'ai pas envie. Bon, Pardon, ça se excuse-moi. réfère... Attends, je termine. Ça se réfère forcément à un endroit et ça se réfère à l'africanité. Donc, si tu ramènes ça dedans, tu mélanges les deux, ça peut pas coller.
Parce que quand tu vois, moi, l'argument que je sors, c'est que c'est ce que les Égyptiens eux-mêmes pensaient de l'athéisme. Et ça, c'est Mobabinge Bilolo qui donne plus de détails sur cette question-là. Il disait que les Égyptiens, ils avaient une répugnance pour les peuples de la mer qui étaient athées, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire les peuples d'Asie qui étaient en majorité des athées. Donc, ils les voyaient, ils ne leur apportaient pas de considération, au fait. Ils avaient une sorte de répugnance envers ces peuples-là, qui étaient athées. Si tu veux, après, je peux te sortir les textes et les lire ici pour que tu vois de quoi je parle. Non, Reine, j'ai compris. En tout cas, les filles, merci d'être montées. Moi, je dois vous laisser. Merci, c'est gentil à vous d'avoir participé à mon café. Bonne journée à Moi, toi. je suis arrivé au taf. Bon courage. Je dois chercher Si l'argent. Jopis, bonne journée. Merci à tous. Sublime. Ah, arrête les bagarres, ma soeur. Pardon, s'il te plaît. Garde ton énergie pour autre chose. Bon. Tu vois pas, je viens me poser chez toi. T'as vu comment je suis sage, non? Voilà. Ok. Non, mais, bon, en tout cas, on verra. Tu vas me soigner, hein, on verra. Non, il n'y a Il pas de paraît que je souci. suis malade. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Bon courage, ok. Jopis. Les Merci. autres, je vais voir tout à l'heure peut-être faire un live autour duquel on va réfléchir justement parce que comme dit Jopis, hein, on n'a pas que ça à faire. Il y a des vraies choses. Et pensez à rejoindre la CERF. On est ensemble. Ok. Merci à tous. Bon, bah écoutez, ce live-là, je sais pas, je dis toujours que je dois mettre les lives sur YouTube. Je mettrai ça sur YouTube. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Comme j'ai dit, c'est en fonction de la documentation. Et si vous avez une documentation qui atteste que l'athéisme a existé en Afrique avant le contact des Occidentaux et des Arabes, il faut nous apporter. Et comme ça, on va édifier tout le monde. Moi, je ne connais pas tout. Je répète, je ne connais pas tout. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est en fonction de mes connaissances. Ok? Voilà. Donc, merci à vous. Allez travailler. Moi, je suis arrivé au travail. Je vous dis à très bientôt. C'était le Jopiste. Check on ta job forever. Ah non. Je peux retransmettre, voilà, si je peux dire comme ça, ce live le soir. Le soir, tard dans la nuit, je peux peut-être le retransmettre, ce live-là. Ok? Merci à vous. Comme ça, si ça me permet de m'écouter et de me corriger pour voir si j'ai pas fait, et si j'ai pas dit n'importe quoi. Mais en tout cas, moi je parle à l'Afrique. Que vous soyez kamite, chrétien, musulman, tout ce que vous voulez, il faut venir écouter ce que je dis. C'est très important. Et surtout pour les kamites. Parce que la pensée kamite s'inspire à plus de 95%, 99%, je sais rien, de Cheikh Anta Diop. En tout cas, elle dépasse les 50%. Elle est peut-être à 60 pour certains, 70 pour d'autres, 80 pour d'autres encore, 90 pour certains. Mais moi, je pense que la pensée diopienne, elle inspire la pensée kamite de plus de 95%. Et donc, les lives que je fais, c'est important que surtout les kamites viennent. Et c'est pas normal que ça soit une religieuse qui vient et qui pose les questions les plus pertinentes. Moi, ça m'énerve, en fait. Non, je vous jure, ça m'énerve. Quand Reine pose ce genre de questions, ça m'énerve. Ça devrait être les autres qui devraient poser ces questions. Non, mais je vous jure, vraiment, c'est incroyable. Mais bon, en tout cas, moi, je vous laisse. Et puis, bonne journée à tous. Merci beaucoup.